hypothécaire pour les termes de 1 à 10 ans. Voilà pour les élections. On ne s'explique toujours pas le drame familial qui secoue depuis hier la ville de Mascouche au nord de Montréal. Une jeune mère de 31 ans entraînée dans la mort ses 2 enfants. Le père qui a découvert ce drame a courageusement accepté de parler de ce qu'il vit dans l'espoir que son récit fera réfléchir. Gaétan Giroir a recueilli ses propos. On était une belle petite famille heureuse. Je venais d'avoir mon petit garçon, on disait qu'on avait le couple et qu'on allait être heureux. Il a suffi de quelques secondes pour que Gaétan Quirion, un jeune père de famille, voie sa vie basculer. En entrant du travail hier après-midi, il a découvert sa femme et leurs 2 enfants, morts asphyxiés. Il m'a demandé pour lui d'appeler la police, quelqu'un, là, que sa famille au complet, il les a retrouvés morts là, dans le garage. Les corps de Lynn, 31 ans, Manon, 2 ans et demi, et son petit frère Marc, 3 mois, gisaient dans la camionnette familiale. M. Quirion, comme ses voisins, ne s'explique pas ce drame. Sa femme venait d'accoucher, mais elle semblait très heureuse. J'avais été magasiner des meubles pour ma fille. Elle avait acheté du linge le dimanche pour tous les enfants, des jouets. Puis le dimanche soir, on avait pris un très bon souper. Peut-être elle qu'elle s'était dit, ça va être le dernier, je sais pas. On s'était couché comme tous les autres soirs, puis tout était correct. Même je lui laissais le truck qu'il allait faire des commissions le matin. D'habitude, ça fait peut-être bien 6 mois qu'il n'a pas laissé le truck ici. Là, je lui laissais pour qu'elle se promène, puis qu'elle change d'air. Elle disait qu'elle était tannée dans la maison. M. Quirion est épaulé par tous les membres de sa famille. Il a accepté de nous parler en espérant que d'autres personnes réfléchiront avant de poser des gestes irréparables. Travailleur de la construction, il ne comptait pas ses heures pour assurer le bonheur de sa petite famille. Ils disent que l'ouvraire puis l'argent fait pas le bonheur, on le voit ça. Travailler pour la payer, cette crise de maison-là. C'est que ça a fait. Gaétan Giroir, TVA, Mascouche. Voici l'Acura Integra. La promesse de réouverture de l'école se réalise. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Parti québécois a connu en Mauricie l'élection la plus fructueuse de sa jeune histoire. Il avait récolté 6 comtés sur 8 en 1976, 7 sur 8 en 81, mais c'est maintenant 8 sur 8. La majorité la plus forte appartient à Jean-Pierre Jolivet dans La Violette avec 9 150 voix. Il n'y a guère qu'une invitation au Conseil des ministres qui puisse le rendre plus heureux. C'est dans Trois-Rivières où la partie a été la plus serrée. Le nouveau député Guy Julien a un coussin de 600 voix. M. Julien attribue surtout sa victoire à la volonté de changement. On fait le tour des victorieux avec Louis Cloutier. De la suite dans les idées. Même les récupérateurs chez Jean-Pierre Jolivet n'ont pas voulu de Daniel Johnson. Je comprends pas qu'il ait pas pris, que c'est ça? Regarde! Mais vague ou pas, personne ne doutait de son élection dans la Violette, sa 5e consécutive depuis 1976. Le 76 a été extraordinaire parce que c'était la première fois que le Parti québécois prenait le pouvoir. Mais 94, la reprise du pouvoir est aussi importante. Le cabinet des ministres, Jean-Pierre Jolivet y avait siégé comme délégué aux forêts à la fin du dernier règne péquiste. Jacques Parizeau, parti en 84, ne l'y a jamais vu à l'œuvre, mais on croit généralement qu'il ne pourrait ignorer son homme de la Violette dans les nominations aux plus hautes fonctions. Je vais dire, comme je disais quand j'étais dans des organisations, je suis prêt à accepter quelques défis que vous allez me donner. Le nouveau député de Trois-Rivières n'a pas traîné au lit au lendemain de sa victoire. Guy Julien était assez tôt à son local pour réfléchir sur le sens des résultats. Je pense qu'au départ, les gens voulaient un changement. C'est exprimé par le biais de l'Action démocratique, par le biais du Parti québécois. Pour la souveraineté, les chiffres annoncent une bonne pente à remonter. Comme Jean-Pierre Jolivet, Guy Julien est quand même d'avis qu'il faut foncer selon le plan prévu. Pour l'instant, moi, ce que je ferais, je poursuivrais dans cette démarche-là. Le dernier décompte dans Trois-Rivières établit exactement à 609 voix la marge de Guy Julien. Le nombre de bulletins rejetés est toutefois supérieur. Il atteint les 667. Aucune demande en ce sens n'est encore parvenue au directeur de scrutin, mais si les libéraux veulent en avoir le cœur net, ils ont 4 jours pour demander un recomptage judiciaire. Louis Cloutier, TVA, Trois-Rivières. La victoire des péquistes réjouit bien sûr leurs homologues fédéraux, les députés du Bloc québécois. Pour un, le député de Richelieu, Louis Plamondon, considère que les résultats de cette élection
fournissent une excellente plateforme en vue du référendum sur l'indépendance. Reste que la bataille des indépendantistes est loin d'être gagnée. Les explications de Pierre Saint-Yves. Louis Plamondon dit ne jamais avoir douté de l'élection du candidat péquiste dans Nicolet-Yamaska, son ami et ex-organisateur Michel Morin, chez qui il a suivi le dépouillement du scrutin. Reste que le vote nationaliste qui a fait élire le Bloc québécois l'an dernier n'est pas allé intégralement au Parti québécois. Par exemple, dans le comté fédéral de Richelieu, Louis Plamondon avait obtenu 8000 voix de majorité l'an dernier, alors que dans le comté provincial correspondant, la majorité de Michel Morin est inférieure à 900 voix. Le référendum sur l'indépendance n'est donc pas gagné d'avance. Ça va beaucoup plus facilement pour le référendum, et ça, dans la plupart des comtés francophones du Québec, ça va nous donner une très bonne assise. Bien sûr, il restera à convaincre les allophones, reparler avec les anglophones, ce qui est beaucoup plus difficile. Mais la performance des 6 ou 7 premiers mois du gouvernement, c'est ça qui va faire le changement vers une victoire au référendum. Les vainqueurs, comme les défaits, ont donc intérêt à garder leur machine électorale bien huilée en vue du référendum. La grande majorité d'entre eux promettent d'être au rendez-vous. Il va être sur la ligne de feu. Ah ben on verra, mais mon opinion semble très claire à ce niveau-là, et ça m'étonnerait qu'elle change dans les prochains mois. Moi, je vais être fédéraliste avant, pendant et après. Ça va être la prochaine guerre, puis je vais de la partie, ça, je vous le promets. Et la machine, là, après quelques jours de repos, eux autres, je suis certain qu'ils vont recommencer. Puis... À qui veut l'entendre, les nouveaux élus garantissent que la priorité sera quand même de voir à la bonne marche des affaires de l'État. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Le candidat élu dans Champlain, Yves Beaumier, a amorcé aujourd'hui son travail de député en réitérant son engagement pour rouvrir l'école de Batiscan. Il a spécifié qu'une directive gouvernementale sera émise en ce sens d'ici peu, directive qui sera suivie d'une politique en bonne et due forme. Il n'a pas voulu donner d'échéancier précis, mais soutient que l'école rouvrira d'ici quelques jours ou quelques semaines, même s'il faut pour cela délier les cordons de la bourse. Les parents jugent la promesse sérieuse et ont bon espoir. Christine Limoges explique. C'est ici, rue Vaillancourt, à Cap-de-la-Madeleine, que le candidat élu établira son bureau de comté. Yves Beaumier a à peine goûté aux joies de la victoire que déjà les citoyens le sollicitent, les médias aussi. Qu'adviendra-t-il de l'école de Batiscan? C'est une question de jours, de semaines, dit-il, avant qu'une directive soit émise. Combien de temps? Pardon? Je vous dis une question l'autre jour, quand on m'a posé une question de jours ou de semaines. C'est pas une question de mois. Une politique suivra cette directive pour empêcher la fermeture des dernières écoles de village et de quartier. Batiscan ouvrira, même s'il est nécessaire d'injecter des fonds. Si nécessaire, très certainement, il faut avoir une logique. Si nécessaire, et que la commission scolaire nous dit qu'elle ne peut pas arriver à ses fins parce qu'elle a un secteur qui est de nature rurale ou de nature moins dense, et que nous, on dit que ça doit quand même, les écoles doivent quand même rester là, oui, on prendra nos responsabilités. Les parents jugent que M. Beaumier a fait preuve jusqu'ici de bonne volonté, que sa promesse faite en pleine campagne électorale est sérieuse. Ce qu'on a senti, nous aussi, quand on a rencontré M. Beaumier hier soir, c'est que le jeu devenait encore plus sérieux. La situation est quand même urgente, puis on voit qu'il en est conscient. Il était beaucoup plus catégorique quand il nous parle justement d'une directive qui viendrait du ministère. M. Beaumier se dit conscient que le temps presse, mais il souligne que c'est à la suite du caucus devant réunir tous les candidats et leurs chefs demain que la solution définitive pour sauver Batiscan sera connue. Christine Limoges, TVA, Batiscan. Les libéraux, eux, ont été plutôt invisibles au lendemain de leur défaite. L'ex-député de Trois-Rivières, Paul Philibert, a tout de suite commencé, lui, à en effacer les traces en faisant vider sur le champ son local électoral. À mettre au compte de l'amertume de la défaite, un de ses membres de son personnel a expulsé le caméraman de Chem, reprochant à la station sa couverture de la campagne. Ben, la campagne qui sont faite. Ils n'ont pas mis tantôt, fait que boycott ou boycott. Ah, ben là, je sais pas. Mais non, si tu dit bien, là, ben, c'est pas toi. C'est ce que tu représentes. OK? Moi, ça n'en veut pas. Pourquoi t'en veux, ça ne connaît pas. Mais c'est ce que toi, tu représentes. Je vais demander ton boss. Ben, ton boss, tes boss. Jean Chrétien visitera la Mauricie en fin de semaine en compagnie de son homologue belge, Jean-Luc Dehaene.
Les deux doivent notamment se rendre à l'usine Belco de Shawinigan. Le moulin à papier avait été fondé par des hommes d'affaires belges au début du siècle. Les deux hommes d'État atterriront à Trois-Rivières samedi matin. L'intervention rapide des pompiers de Trois-Rivières a permis de limiter considérablement les dégâts causés par un incendie sur la rue Sainte-Ursule au centre-ville. Les flammes ont pris naissance peu après 14h30 dans l'entretoit du 934 Sainte-Ursule pour se propager rapidement au logement. Le feu a laissé ses traces sur la façade du bâtiment. L'eau et la fumée ont causé des dégâts au logement voisin et à celui du rez-de-chaussée. Personne n'a été blessé. Pour finir, la compagnie de câbles Cogeco améliore sa technologie pour combattre le piratage des ondes de la télévision payante. La firme changera le système de brouillage de ses émissions et fournira le décodeur nécessaire à tous ses clients. Un câbleau sélecteur y sera intégré. On s'attend à ce que cette innovation décourage le piratage. Et pour chaque appareil légal en usage, il s'en trouve 2 ou Jade a 3 ans et demi. Il y a à peine 3 mois, elle ne pouvait entendre le téléphone sonner. Elle est née avec une surdité totale. Mais une nouvelle intervention chirurgicale qu'elle a subie il y a quelques semaines lui a permis de franchir le mur du silence. Il s'agit de l'implant cochléaire, une espèce d'oreille électronique de haute technologie. Cette minutieuse intervention est pratiquée à un seul endroit dans la province, à l'Hôtel-Dieu de Québec, par le docteur Pierre Ferron. On loge des électrodes dans la cochlée, située dans l'oreille interne, qui seront en contact avec le nerf auditif et un récepteur qui est introduit dans le crâne, juste derrière l'oreille. Ce système, installé en permanence, est relié à une partie externe constituée d'un récepteur décodeur et d'une antenne. Pour les grands sourds, l'implant cochléaire donne accès au son aigu, essentiel pour entendre la parole, ce que des prothèses auditives conventionnelles ne peuvent leur procurer. On écoute. Toc, 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 on va répondre. Viens, on va répondre. On vit dans un monde où la communication est essentiellement une communication auditive. La majorité des messages sont des messages auditifs. C'est notre monde à nous. Quelqu'un qui n'a pas d'audition est privé d'une partie de la communication de ce monde dans lequel on vit. Puis une partie importante. D'essayer de leur redonner en partie cette communication-là me paraît extrêmement important. Cela fait 10 ans que le docteur Ferron pratique cette intervention. Au début, il ne la faisait que sur des personnes devenues sourdes. Mais depuis 4 ans, il opère des enfants sourds depuis leur naissance, comme Jade. Pour être un candidat à l'implant, il faut présenter une surdité profonde ou totale aux 2 oreilles. Une équipe multidisciplinaire évalue ensuite les capacités de réadaptation de l'enfant, sa motivation et tout aussi importante, celle des parents qui devront stimuler leur enfant quotidiennement et ce, pendant des années à venir. Il faut aussi la détermination, il faut vouloir avoir un implant. Quand il s'agit d'enfants, il nous faut la collaboration des parents, extrêmement important la collaboration des parents, parce qu'on leur demande de travailler très, très fort avec nous. Après 6 semaines de convalescence, le véritable travail commence à l'Institut des sourds de Charlesbourg, en banlieue de Québec. J'écoute la souris. 4 mois intensifs de thérapie pour l'enfant et ses parents, qui consistent en des séances d'audiologie et d'orthophonie. Jade, quand elle est arrivée en sélection, ressemblait beaucoup à la majorité des autres enfants, c'est-à-dire qu'elle portait des prothèses, mais ça ne lui donnait pas de bénéfice auditif. Même avec ses prothèses auditives, en quelque part, elle n'entendait pas la voix, par exemple. À un niveau de voix normal, elle ne l'entendait pas. Elle entendait seulement des sons très graves, assez forts. Je l'entends là. Oui, bravo. T'as entendu I, oui? Maintenant, avec son implant, c'est sûr qu'elle a plus accès à ces informations-là, dans le sens qu'elle entend la voix à un niveau de voix normal, même à un niveau plus faible qu'un niveau de voix normal, un chuchotement, elle va l'entendre. Elle entend aussi des sons aigus, alors qu'avant, il n'y avait pas accès. Donc, pour elle, c'est certain que maintenant, elle entend beaucoup de choses qu'elle n'entendait pas du tout avant avec ses prothèses. Ah... Oui, bravo! Bien écouté! Ça se voit, OK.
Le monde sonore ne veut rien dire pour eux. C'est ma façon d'expliquer les choses. C'est des enfants qui traitaient avant l'implant l'information visuelle. C'est des enfants qui n'ont jamais entendu de la naissance à l'âge de 3 ans dans le cas de Jade. Donc, ce qu'elle a dû faire, elle a dû se servir de l'information visuelle pour fonctionner dans le monde. L'information auditive, ça ne voulait rien dire pour elle. Vite, cours après, vite. Oui. Du jour au lendemain, je la fais, elle entend. C'est pas évident que ça a un sens, cette information-là. Elle aborde le monde d'une façon visuelle. Donc, c'est pas évident qu'elle sait que c'est utile, cette information-là, et que ça va lui apporter quelque chose. Et c'est là, je pense qu'il faut l'aider. Il faut l'aider à prendre conscience que, oui, c'est une information utile et ça peut t'aider à avoir une prise sur le monde qui t'entoure. Ça peut t'aider à comprendre le monde. Oui, c'est quoi? C'est quoi? C'est la vache! C'est la vache! Comment trouvez-vous qu'elle se comporte en thérapie? Est-ce que ça va bien? Non, moi, je trouve que ça va bien, oui, oui. C'est sûr que pour les gens qui regardent ça, qui vont dire, bah, c'est pas extra comme résultat, mais pour nous autres, c'est tellement beaucoup que le fait qu'elle réponde à chaque petit son, pour nous autres, c'est beaucoup. Est-ce que ça rejoint les attentes que vous aviez? Ça dépasse. C'est un peu l'inconnu. Ça dépasse. Déjà. Oui, parce que eux autres, l'équipe nous disent toujours, ben, attendez-vous pas à quelque chose de gros puis tout ça, mais c'est déjà beaucoup. Moi, je pensais que ça serait plus long que ça avant de la voir réagir à toutes sortes de sons comme ça. Ah! 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 Il est gros, le ballon! À toi! Oh! C'est fort! C'est gros! Jade a commencé à mettre plus de voix. Il y a plus de vocalisation depuis les quelques semaines. Au début, quand elle est arrivée, il n'y avait presque pas de voix, ou elle mettait moins de voix, alors que maintenant, elle commence à s'écouter aussi. On sent qu'il y a une espèce de lien qui se fait avec ses habiletés auditives et elle vocalise beaucoup plus facilement, que ce soit dans les groupes ou dans les thérapies individuelles. Oh, il est petit! Oh, il est gros! Oh. Ce que je peux dire par rapport aux résultats de la parole, c'est que les enfants ont une progression qui est lente, mais qui est continue. Il n'y a pas de plateau. Les enfants continuent toujours à s'améliorer. Moi, j'en reviens pas tout ce qu'elle peut capter avec ça, l'implant. Mais la chose qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on dirait qu'elle est sortie de sa bulle. Moi, je trouvais qu'avant, c'est ça qui me faisait de la peine. Je regardais Jade, puis il me semblait qu'elle était dans son monde, que je la sentais loin de moi. Mais beaucoup de monde alentour de nous autres nous ont dit qu'elle est plus épanouie, puis elle était heureuse quand même avant, mais tu vois qu'elle est mieux, là. Elle est vraiment sortie de sa bulle. Le son est un peu plus fort, oui, très bien. Avant de commencer la thérapie, Jade a dû faire calibrer son appareil par un audiologiste, c'est-à-dire ajuster l'intensité des sons qu'elle perçoit. Le son est plus grand, oui. On l'utilise d'habitude 2 semaines de travail intensif, quotidien, où l'enfant doit nous donner certaines réponses au niveau de sa réception du son. Comme on a vu avec Jade tout à l'heure. Comme vous avez vu avec Jade, où l'enfant avait à nous donner 2 types de réponses. Une première réponse qui nous signifiait qu'elle commençait à entendre le son, et une seconde réponse où elle nous disait que le son était à une intensité suffisante, confortable, une intensité forte. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans 10 ans, par exemple, les enfants qu'on a eus aujourd'hui? Je trouve ça difficile en parole. On n'a pas assez de recul pour répondre à une question comme ça. J'aurais de la difficulté. La seule chose qui est intéressante, c'est que on regarde des équipes qui ont un petit peu plus d'expérience aux États-Unis, par exemple, puis ils disent ça continue d'augmenter, mais sauf que ça augmente, mais très, très lentement. Micro-gradué, vraiment. Et c'est difficile de projeter l'avenir, mais sauf que ce qui est encourageant, c'est qu'on se dit, bon, ben... Il y a toujours une évolution. Il y a toujours des progrès chez chaque enfant. Mais... Ah, combien qui manque, là? Ah, ben 2. C'est combien, ça? 100. 100? OK. Patrick est l'un des premiers enfants avec une surdité congénitale à avoir été implanté au Québec il y a 2 ans et demi. Ma pépette. T'es pas capable?
Ça a pris au moins 6 mois avant que on commence, nous autres, à percevoir vraiment quelque chose d'un peu différent. Vraiment quelque chose d'un peu différent. Les 3 premiers mois, au cours des 3 premiers mois, c'est sûr que chaque étape qu'il réalisait pour nous autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on revient avec le temps en arrière, ça a pris au moins 6 mois avant qu'on puisse percevoir une différence notable. Et même, on arrive au bout de 2 ans et demi quasiment, puis encore là, Patrick fait des acquis constants. On a des réparations. Réparation. Les réparations. Ah ben. On dirait qu'il emmagasine, je veux dire, sa connaissance, puis tout d'un coup, il explose, tout d'un coup, il produit quelque chose. Il produit des sons, tout d'un coup. Que ce soit des phonèmes, comme les C, comme les D, comme les lettres, que ce soit des réactions à dire « j'entends ». Je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il explore le monde sonore, il ne sait pas trop ce que c'est, et tout d'un coup, il découvre, on dirait, il flash sur quelque chose, puis là, tout d'un coup, il se rend compte que c'est ça. Et là, il fait des réactions. Et après ça, quand il a fait un acquis, il ne perd pas. Patrick a encore 2 séances d'orthophonie par semaine. Il est maintenant intégré dans une classe régulière à l'école avec un interprète. Ça fait combien, là? On a combien, nous autres? Combien, ça? 200? 400? Patrick, avec l'implant, va pouvoir probablement devenir un enfant, en tout cas, beaucoup plus autonome qu'il l'était. Pas compter continuellement sur les autres pour se repérer, sur des instruments possibles pour communiquer, entendre, avoir des réactions avec les autres. C'est pour nous autres, c'est vraiment un conte de fées. Je veux dire, c'est vraiment... c'est pas un miracle, là, parce qu'on dit, non, c'est la technologie, mais c'est un conte de fées pour nous autres. Il n'y a pas de miracle avec l'implant cochléaire. C'est un outil supplémentaire que l'on donne aux enfants. Un outil merveilleux, toutefois, vraiment merveilleux. Mais c'est un outil qu'on leur donne pour mieux communiquer. On attend, oui. Est-ce que vous les appelez encore des sourds ou des entendants? Dans quel monde sont-ils pour vous? C'est un malentendant, je dirais, sévère. Encore. Oui, moi, j'appelle un malentendant sévère, sauf que... en tout cas, je suis curieuse de voir dans 5 ans parce que certains enfants avancent très, très bien. Et puis, c'est surprenant. Il y a certains enfants qui vont être capables, juste auditivement, d'aller chercher des phrases connues ou des mots connus dans leur quotidien. Ça fait une différence. La recherche se poursuit partout au monde sur les implants. On va les améliorer d'une part, et on va avoir de plus en plus de patients qui vont pouvoir les recevoir, ces implants. Mais deuxièmement, on montre que les enfants, plus ils progressent avec leurs implants, c'est toujours une courbe ascendante, leur résultat. Je ne sais pas si un jour je pourrais dire, peut-être, mais qu'elle ait 15 ans, 20 ans, dire, bon, mission accomplie. J'y ai donné tout ce que je pouvais y donner, puis elle fait son bout de chemin avec ça. C'est pas ce que je vais faire qui va la rendre heureuse, mais y donner les bons outils pour qu'elle soit autonome puis qu'elle puisse se bâtir une belle vie avec ça. Il existe au Québec une fondation de recherche sur l'implant cochléaire. Et chaque année, elle fait une levée de fonds parce que c'est elle qui assume en partie le coût de chaque implant. L'appareil, par exemple, vaut 20 000 $, mais ça, c'est sans compter les frais de l'intervention elle-même, de l'hospitalisation et de la thérapie de réadaptation. Le gouvernement aussi en défrait une partie, ce qui fait que pour les parents d'enfants atteints de surdité et qui veulent profiter de l'implant, il n'en coûte à peu près rien. Mais il faut dire aussi qu'il existe un comité de sélection qui se permet très normalement 150 millions. L'année dernière, nous vous avions présenté un reportage sur la philosophie de gestion qui devait animer cette maison de jeu. Et en conclusion, nous nous permettions de prédire que si un tel succès s'avérait, le gouvernement n'hésiterait pas l'ombre d'une seconde avant d'augmenter le nombre de tables de jeu ou de machines à sous. Eh bien, vous le savez, c'est déjà fait. Il y a l'Outaouais qui attend maintenant après son casino, alors que le petit dernier, celui du manoir Richelieu, né le 24 juin dernier, a déjà atteint ces jours-ci les 315 000 personnes qu'on lui prévoyait pour l'ensemble de l'année. Oui, la poule pond des œufs d'or.